Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Nous aurons ce matin le plaisir d'accueillir deux groupes d'invités à cette émission. Dans un premier temps, on va parler de l'urbanisme, on va parler des effets que peuvent causer les installations des stations-service sur la santé des gens. Les invités sont donc l'architecte Karine Jadot-Bouchereau et le docteur Roger R. Jean-Charles. Et dans un second temps, nous aurons le plaisir d'accueillir Madame Isabelle Delpech de l'AIC et Robert Loubeau des entreprises Pax Villa. Nous sommes très contents de pouvoir réaliser cette émission. D'abord, bonjour Madame Jadot, Karine Jadot-Bouchereau, merci d'accepter de nous apporter quelques éclairages ce matin. Bonjour à vous et bonjour au docteur aussi et bonjour à tous les auditeurs et merci de m'avoir invité à cette émission. Docteur Roger R. Jean-Charles, bonjour, merci de répondre à l'invitation de Métropole. Merci Wendell pour cette invitation. Bonjour aussi à Madame Bouchereau. Ça fait une compagnie extraordinaire. Plutôt solide. Plutôt solide. Très solide à l'intérieur. Oui, alors comme je l'ai dit tantôt et même avant de lancer l'émission, je me posais certaines questions parce que évidemment, il y a des choses que je n'ai pas connues ou encore que je n'ai pas eu le privilège de connaître. Par exemple, Port-au-Prince, il y a 50 ans et Pétionville, il y a 35 ans, il y a 40 ans, c'était comment? Et aujourd'hui, si l'on ose présenter Port-au-Prince et Pétionville, entre autres, eh bien, on ne va pas hésiter à parler des bidonvilles qui entourent ces communes, sans évoquer l'insécurité qui mine la vie des gens. Et aujourd'hui encore, c'est la prolifération des stations-service un peu partout à travers le pays. On se pose des questions sur les règlements. Sont-ils respectés ou non? Alors, avec l'architecte, je vais poser la première question. Pour plus près de nous, Pétionville. On rapporte que c'était une très belle ville il y a 50 ans. Effectivement, Wendell. Alors, moi, j'ai peut-être eu la chance de connaître Pétionville, ça fait, je ne vais pas dire 50 ans, mais ça fait 25. Quand même 25 ans, oui, ouais. Disons ça. Et effectivement, Pétionville était une ville de villégiature. Et elle avait un centre-ville et une agglomération qui répondait aux besoins d'une population est très faible à cette époque. Et effectivement, avec le temps, Pétionville est devenue une ville qui s'est développée à partir de la construction de voies. Une fois qu'on a eu, dans les années fin 40-50, les voies qui reliaient Port-au-Prince à Pétionville, on a commencé à avoir un développement de Pétionville, un développement des artères, Delma et également Bourdon, la Panaméricaine. Et donc, Pétionville s'est agrandi et comme tous les autres centres, avec la prolifération de tous les quartiers précaires, les quartiers vulnérables et autour du centre-ville. Alors, attirons l'attention des auditeurs rapidement sur le fait que toute l'attention ne va pas être portée sur Pétionville. Oui. Et ce qui va être dit ce matin à cette émission concerne tout le pays. L'anarchie dans la construction, le désordre qui s'installe, tout le monde est concerné. Alors là, c'était pour Pétionville il y a 25 ans.
Oui. C'était une zone de villégiature, vous avez dit. Là où il faisait bon vivre. Là où il faisait bon vivre. Il n'y avait pas encore de déboisement. Pétionville était encore boisé. Oui, effectivement. Pétionville était boisé. Oui. Donc, est-ce que rapidement on peut dire que le développement dérange ou encore, quand il y a développement, c'est parti avec tout ce qu'on avait comme beauté de la nature et autres. Ou bien, tout simplement, nos dirigeants n'ont pas tenu compte de certaines choses. Par exemple, le respect des normes, le respect de l'urbanisme, par exemple. Est-ce qu'on peut le dire ainsi, madame? Et en quelque sorte, on pourrait le dire, le développement peut déranger s'il n'est pas accompagné. Parce que tout développement doit se faire avec en regard d'une vision, avec un plan. Effectivement, en dehors d'un plan, la ville part dans tous les sens. Et le positionnement de tout bâtiment, de tout équipement nécessaire au développement se fait sans tenir compte de normes de construction d'une part, mais également de normes de positionnement. Et c'est peut-être là que c'est extrêmement important de réfléchir aux stations à essence, où est-ce qu'elles doivent être positionnées, ou même d'un hôpital, d'une école et de tout équipement de service, quoi. Il vous arrive parfois de regarder ou encore de jeter un coup d'œil sur le plan d'urbanisme de Pétionville, par exemple? Non? Il n'y avait pas de plan? Non. Effectivement, il y a le désir d'en faire, mais je n'en connais pas un complètement, un plan de développement, non. Il y a eu la velléité de faire le plan communal de développement à un moment donné, mais il n'est pas public. OK. Maintenant, qu'est-ce que vous retenez comme souvenir de Port-au-Prince? Port-au-Prince, une ville agréable également. Une ville dans laquelle on pouvait se rendre à pied, en transport en commun, même si il était pas vraiment structuré, mais là où il était bon de marcher dans les rues, sur les trottoirs, et là où le commerce, même s'il avait des problèmes, il fonctionnait. C'est un souvenir de mon enfance à Port-au-Prince. Aujourd'hui, Port-au-Prince, suite au séisme, il garde encore les traces de la catastrophe qu'on a vécue. Et c'est un espace qui n'est pas vide, qui est occupé malheureusement par l'informel. Et c'est un espace qu'il faut que notre gouvernement prenne en main et décide qu'est-ce qu'il veut en faire. Alors, les habitants de Delma, de Cité-Soleil, de Tabar, de Grasse, pas de jalousie, je ne pourrais pas parler de toutes ces communes dans l'espace de cette émission. Alors, docteur, et vous êtes là depuis quelque temps, vous observez, vous avez vécu également Port-au-Prince, Pétionville et d'autres communes et d'autres zones de la région métropolitaine. Les souvenirs? Certainement. Et avec consternation que j'observe comment Port-au-Prince, ça se dénature, de même aussi Pétionville. Je me rappelle... je suis de la province, je suis des Gonaïves et de l'Artibonite. Alors, je me rappelle quand j'étais gosse et puis je venais à Port-au-Prince, c'était tout à fait extraordinaire. Il y avait de très beaux quartiers. Et quand on circulait dans les zones, dans Bois-Vernal, Turgeau, c'était assez attrayant. Mais de nos jours, c'est pas du tout la même chose. Avec c'est comme un développement tout à fait anarchique. Mais ce qui retient surtout mon attention de nos jours, puisque j'habite dans une section de Pétionville qui est Musso. Ce qui frappe, ce qui me concerne surtout, c'est... Alors les deux, oui, ce qui vous consterne et vous concerne. Oui, c'est ça, les deux. Et c'est la prolifération des stations d'essence. Et ça pose un problème c'est
un développement tout à fait très anarchique. Et il y a les problèmes de santé qui sont liés aussi à tout ça. Et quand nous circulons de Port-au-Prince, par exemple, ou même vous allez du côté de Pétionville, vous voyez les camionnettes, les gros camions qui dégagent des fumées assez noires. C'est dû à la consommation, au diesel qui est utilisé dans les voitures. Mais ça pose des problèmes de santé extraordinaires. Malheureusement, hier, j'étais avec le ministre de l'Environnement sur le plateau de la rubrique Le Point. Il y avait tellement de questions que je n'ai pas eu le temps de lui poser cette question sur la qualité de l'essence utilisée, consommée par les Haïtiens. À l'étranger, je sais que si la voiture passe et laisse derrière elle une fumée noire, le conducteur peut écoper d'une contravention. Mais en Haïti, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne sais pas. Est-ce qu'on y pense aussi? Est-ce qu'on peut demander, on peut demander à un automobiliste d'amener immédiatement son véhicule au garage parce que ça pollue l'air? Je ne sais pas si ça se passe. Alors, pour être dans le sens, pour abonder dans le même sens que vous, docteur. Oui, c'est ça. Alors, c'est le problème. On a des problèmes de santé extraordinaires déjà pour les Haïtiens, en Haïti de manière générale. Le problème majeur, par exemple, c'est l'hypertension artérielle et les pathologies cardiovasculaires. Avec l'hypertension. C'est lié oui, il y a liaison entre. Oui, c'est ça. Il y a une liaison entre l'hypertension artérielle et les voitures qui dégagent ces fumées. Il y a des études très élégantes qui ont été publiées. C'est une information que vous partagez avec nous. Parce oui. En général, j'entendais les médecins parler de l'alimentation, de la sédentarité, par exemple, ou encore de l'hérédité. Mais là, vous nous apprenez que la fumée dégagée par les voitures, ou les automobiles, peuvent aussi causer l'hypertension artérielle, l'asthme, de même aussi le cancer du sein. Le cancer du sein. Le cancer du sein, la leucémie aussi. Tout ça joue un rôle. Bon, alors là... oui, ça, c'est très, très sérieux. On va retourner en province. Oui. Alors, pour les maladies cardiovasculaires, vous savez, par exemple, pour l'hypertension, il y a des études très élégantes qui ont été publiées dans le JAS, qui est Journal American Society of Hypertension. On a prouvé comment la fumée de diesel cause l'hypertension artérielle. Donc, ça aggrave déjà le problème d'hypertension qu'on a en Haïti. Parce que l'hypertension, vous savez, c'est la première cause des pathologies cardiaques en Haïti. C'est la première cause de mortalité parmi les adultes en Haïti. C'est la première cause des pathologies cardiaques. C'est la première cause de l'insuffisance rénale terminale. C'est la première cause des handicaps, des accidents cérébrovasculaires. Et puis aussi, les Haïtiens sont très prônes aux accidents cérébrovasculaires, comme l'a indiqué Handicap International. De même aussi, c'est la première cause de l'éclampsie et de la pré-éclampsie. Donc on a tous ces problèmes de santé qui sont liés à l'hypertension artérielle, et puis aussi la fumée diesel vient aggraver ce genre de situation. Si les mécaniciens étaient au courant... Bon, alors, l'éducation du public est réellement à faire, mais c'est surtout le ministère. Ils ne nous suivent. Bon, il y en a qui nous suivent, mais pas beaucoup peut-être. Bon, alors, c'est surtout le ministère de la Santé publique qui doit s'en occuper. Bon, alors, il y a des appels qui ont été faits quand même pour le ministère de la Santé quant à ça, pour porter le ministère à prendre des dispositions. Une information. Le ministre de l'Environnement vient de me dire que l'on aura le temps de débattre de toutes les questions de carburant lubrifiant en tant que ministre ou citoyen engagé. Donc c'est la réaction du ministre. C'est encourageant. À ce qui vient d'être dit là, ce matin. Alors je précise pour le public de Métropole que le docteur Roger Jean-Charles est médecin, également chevalier de l'ordre militaire souverain de Malte, membre du comité médical international de Lourdes, membre de l'Association médicale internationale de Lourdes, représentant des 3 associations américaines de l'ordre de Malte au CMIL. Au Conseil médical international de Lourdes. Très bien. Médecine interne, néphrologie, hypertension, professeur de médecine. À la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti, professeur aussi à la faculté d'odontologie. Donc,
C'est quelqu'un qui s'y connaît, il sait de quoi il parle. Bon, oui. Alors, surtout l'hypertension, c'est comme votre spécialité. Oui, c'est comme ma sous-spécialité. Oui, ok. Madame Karine Jadot-Bouchereau, il y a des cas apparemment qui vous préoccupent. Oui, il y a effectivement des cas qui me préoccupent. Par exemple, justement, comme vous venez de dire et comme le docteur vient de parler, des risques de maladies dues au carburant et au positionnement de certains équipements et dans la ville, ça, c'est un cas qui me préoccupe. Aujourd'hui, on fait face justement à une prolifération, par exemple, de stations à essence. Dans un pays qui vit dans un contexte sociopolitique très difficile, un contexte socio-économique impossible, et le secteur, si je peux dire, pétrolier est en bonne santé et il y a une prolifération... Mais en fait, la santé des citoyens. Il est en bonne santé, économiquement, lui, il est en plein essor, et il y a les stations à essence poussent en veux-tu, en voilà, un peu partout dans la ville. Je pense que c'est un point extrêmement important, pas seulement pour Pétionville, pour toute ville qui veut avoir un développement correct. Il faut penser où doit-on placer une station à essence, comment doit-on la placer et comment peut-on le faire. Et donc, ce sont des questions et ceci me porte à dire que j'ai réalisé que c'est c'est aussi un souci de Radio Métropole, puisque la semaine dernière, vous avez reçu un maire qui a aussi parlé de stations à essence. Hier, vous avez reçu le ministre de l'Environnement qui a parlé de stations à essence. Et nous sommes très intéressés à recevoir aussi des propriétaires de stations. Je pense que ce serait bien. Et parce que, justement, je pense à ce qu'a dit le ministre de l'Environnement. C'était extrêmement intéressant et extrêmement... c'est vraiment éducateur pour tout le monde. Et c'est... pour positionner une station à essence, il a dit qu'il fallait ceci incombe de 3 ministères. Le ministère du Commerce, le ministère de l'Environnement et la mairie. Excusez-moi, c'est pas un ministère. La mairie. Et donc, il a parlé... Mais aujourd'hui, il semble que le ministère de la Santé est concerné. Je pense que le ministère de la Santé devrait être aussi concerné. Et le ministre de l'Environnement a bien fait ressortir qu'il fallait, pour pouvoir monter une station à essence, d'abord réaliser une étude d'impact environnemental et social, ce qui retourne encore à l'aspect santé. Et cette étude d'impact environnemental et social, pour moi, je pense, elle est extrêmement importante. Et aujourd'hui, suite à ce qu'a dit le ministre de l'Environnement, il me reste des questions. Par exemple, cette étude environnementale, cette étude d'impact qui doit être demandée par le propriétaire d'une station à essence, elle est faite par qui? Quel est cet expert, normalement, qui est habilité à faire cette étude? Quel est son profil? Est-ce que le ministère de l'Environnement a une liste d'experts agréés qui sont capables de faire cette étude? Je ne sais pas si vous voyez l'importance qu'a cette étude à ce moment. Et même aussi, la communauté devait être consultée. Oui, il l'a dit aussi, le ministre en a parlé. Oui. Il faut l'approbation, il faut l'assentiment des riverains. Oui, justement, il a parlé d'une étude d'impact et environnemental et social. L'aspect social est extrêmement important, surtout que vous avez parlé de la ville d'antan et la ville aujourd'hui. La ville, elle a une histoire. Et donc, les villes ne sont pas d'aujourd'hui.
elles avaient une vocation, les quartiers ont une vocation. Et quelque part, si je regarde, comme et le docteur a parlé de Musso, et je ne veux pas étendre uniquement la problématique à Musso, elle est valable pour partout. Musso est quand même un quartier résidentiel. Mais il y a une situation très criante actuellement à Musso, puisque vous avez sauvé le problème. C'est qu'il y a 2 stations d'essence qui sont presque aux 2 extrémités de 60. S'il survient un feu, par exemple, et c'est un quartier très menacé, vous savez qu'il y a du vandalisme qui se produit. 6-7 juillet, les gens du quartier ont connu des actes de vandalisme extraordinaires. Bon, si on arrive à mettre le feu dans une de ces stations, aux 2 bouts de 60, mais les gens simplement vont carrément mourir parce qu'il n'y a pas moyen de s'échapper. Il n'y a pas moyen de s'échapper. Et à partir, non seulement ça, on a des écoles dans la région et des kindergarten, des écoles pour très très jeunes, avec les stations d'essence, des gens qui viennent faire de l'essence, des cupulules, des particules chimiques qui peuvent causer le cancer, qui vont altérer le système immunitaire de très jeunes enfants. Ça peut affecter les enfants dans la zone. Pour l'asthme, par exemple, pour produire aussi les cancers du sang. Mais non seulement ça, mais même les résidents, même les gens un peu plus âgés. Et ça va affecter leur système cardiovasculaire, aggraver le problème de santé qu'on a dans la région. Donc, c'est une situation très, très importante qui doit être adressée par le ministère et de façon urgente. Normalement, on devrait mettre 1 ou 2 kilomètres, ou bien combien de mètres, par exemple, pour 2 stations? Et je ne pense pas que la loi en Haïti, puisqu'il n'y en a pas réellement concernant les distances entre stations, je ne saurais le dire exactement, mais ce que je peux dire, c'est que à Musso, si je prends le cas de Musso, à Musso, Musso se trouve sur un axe de liaison entre 2 axes principaux. Si je peux le dire comme ça, on a l'axe de Delma et l'axe de Bourdon. Et quelque part, le centre de Musso, il y a déjà des pompes à essence, des stations à essence sur Delma et également sur la Panaméricaine. Si on se positionne au centre de Musso, sur cette artère de liaison, on retrouve à approximativement 1 kilomètre différentes stations. Sur la route de Delma, on a au niveau de Delma 83 une station à essence. Au niveau de 52, une deuxième station à essence. Et également à 1 kilomètre sur le côté, on a 48, mais également à 1 kilomètre sur l'axe de Bourdon, on a la station qui se trouve à proximité de l'entrée du Montana. Donc, est-ce vraiment nécessaire de positionner une station à essence sur un axe de liaison? Notre loi n'est pas claire. Nous n'en avons pas. Mais d'autres lois, dans d'autres pays, on positionne, on définit exactement sur quel type d'axe est-ce qu'une pompe à essence a le droit de se positionner sur des axes principaux. Mais dans le contexte actuel, par exemple, où l'on vient, par exemple, de faire face à une grave pénurie d'essence, est-ce que les gens ne vont pas dire attention, il y a un besoin qui est là, et plus on a de stations-service, plus cela sera utile aux consommateurs. Et on va finir par le dire pour tous les services. Plus on a de commerce, plus on a de pharmacie, plus on a de supermarchés. C'est pas comme ça qu'on positionne des équipements de service. Il faut particulièrement pour une station à essence voir quelle est l'utilisation du sol et avoisinant cette station à essence. Le docteur vient de faire référence justement au niveau de Musso de la présence d'écoles. C'est pas normal qu'on positionne une station à essence à proximité d'une école.
Il y a un article que j'avais lu, un article espagnol, qui disait, qui lui faisait référence à une distance de 50 mètres entre une station à essence et le riverain résidentiel le plus proche. Maintenant, il faisait référence même à 100 mètres de distance entre une station à essence et un centre de santé. Donc, ceci, c'est simplement pour vous dire, il y a des lois, il y a des règlements dans d'autres pays qui, effectivement, réfléchissent au positionnement d'une station à essence. Quelque part, il faut, par rapport à la conjoncture que nous vivons, comme a fait référence également le docteur Charles, il y a des risques. Risque d'incendie, risque d'explosion, risque de pollution de nappe si les cuves du carburant ne sont pas étanches. Risque de, quelque part, de l'air, de pollution de l'air. Et par rapport aux émissions de benzène, chaque fois qu'on actionne la pompe, la pompe de distribution. Quelque part, il faut réfléchir à ça, en dehors de l'environnement, des voies elles-mêmes, parce que on a réalisé, justement, avec ce qu'on est en train de vivre comme pénurie, que quand une station distribue de l'essence, quelle est l'agglomération qui se pose de personnes avec des bidons, de pompes, de motos, le désordre qui est occasionné avec les véhicules qui rentrent de n'importe quelle manière. Et donc, qu'est-ce que ceci cause à la voie et qui longe cette station? Donc, quand la voie est une voie de liaison, qu'elle ne répond pas à des normes de largeur, de voies distinctes, et comment est-ce qu'on va faire face à ça? Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les exigences annoncées, les exigences faites? Là, je vais reprendre les propos du ministre de l'Environnement. Étude d'impact, rapidement. On aura besoin d'une autorisation du ministère de l'Environnement, du ministère du Commerce et de la mairie, et d'ajouter le mot des riverains. Le mot des riverains. Mais vous pensez que ceci est possible en Haïti aujourd'hui? Vous pensez que ceux qui ont de l'argent vont réfléchir à tout cela? Il suffit d'écouter la réaction du maire de Pétionville et on comprendra qu'en Haïti, plus on a de l'argent, plus les choses nous seront faciles. Bon, la vérité, c'est la situation... Alors, l'argent et le pouvoir. L'argent et le pouvoir. Oui, bah alors, là, il faut... c'est là où que ça devient extrêmement important, que l'on a des gens qui réfléchissent sur la situation et de contacter aussi les gens de la communauté pour décider des activités, pour voir pour voir que les choses aillent dans le meilleur sens. Mais pour revenir à la situation de Musso, ce qui m'inquiète. Alors, Musso était considéré comme un quartier résidentiel. Alors, ça me rappelle les propos de Boileau, quand il parlait il disait qui frappe l'air, mon Dieu, de ces lugubres cris. Est-ce donc pour veiller que l'on se couche à Paris? Mais alors, actuellement, à Musso, on considérait que c'était un quartier résidentiel. Maintenant, est-ce que c'est pour se tuer qu'on va vivre à Musso? C'est pour parodier Boileau. Donc, c'est la situation. Le quartier risque d'être victime d'une mauvaise propagande, d'une mauvaise réputation aussi. Bon. En rappelant la citation de Boileau. Bon, ouais. en reprenant la citation. Oui. Bon, c'est assez inquiétant. Hein. Maintenant, que faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Que faire? Moi, je pense que au niveau de la mairie, il y a des actions et des décisions, enfin des décisions et des actions
apprendre. Et comme vous avez dit, le maire est censé être dépassé par la richesse peut-être des propriétaires des stations à essence. Apparemment, richesse et le pouvoir. Richesse et pouvoir. Peut-être qu'il est important de parler aussi du rôle des médias. Les médias doivent éduquer la population. Les médias doivent sensibiliser la population qu'ils ont aussi un mot à dire et un mot qui compte. Maintenant, il faut qu'il y ait des pressions, puisque quelque part, les maires sont des élus. Les maires sont là pour représenter leur population et pour agir en pensant au bien-être de leur population. Et la population doit aussi réfléchir qu'elle a le droit de demander des comptes au maire. Demain matin, si il y a une explosion, si il y a, comme vous avez fait, et Wendell, référence au système constructif, s'il y a un glissement de terrain ou une maison qui tombe, mais ils ont le droit de demander au maire comment est-ce que ce permis de construire avait été octroyé. Pourquoi est-ce qu'on avait laissé que telle ou telle construction s'établisse en ce lieu? Pourquoi est-ce qu'une pompe à essence, une station à essence, doit être établie en n'importe quel lieu sans l'assentiment des riverains immédiats et simplement parce que nous parlons de pouvoir? Il est temps que la population réalise qu'elle a aussi une force. Cette population silencieuse représente aujourd'hui une force. Surtout, nous payons des impôts, hein, nous payons des taxes, c'est ça. Donc ça doit pouvoir se justifier. On doit avoir du service. C'est ça qu'on paie les taxes. Autrement, c'est taxation without representation. C'est presque l'équivalent. Donc, les activités de ce genre ne devaient pas se faire sans consulter la communauté. Ça, c'est très important. Alors, je pense que, comme Mme Bouchot vient de dire, les médias ont un rôle à jouer dans l'éducation du public, de même aussi pour rappeler aux autorités leurs devoirs et leurs responsabilités. Alors, on va terminer, malheureusement, mais docteur, quelqu'un qui est tombé malade, c'est quoi son recours? Aller tout simplement se présenter à l'hôpital ou bien... Bon, alors... ou bien attendre son dernier jour? Comme on a mentionné... Même si on n'est pas responsable... Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Bon, alors, comme j'ai eu à mentionner, comme l'hypertension, c'est la première cause de mortalité parmi les adultes en Haïti. Pour le problème de l'hypertension, c'est une opportunité d'offrir quelques conseils à la population, savoir que les gens se fassent prendre la tension artérielle, surtout les gens de Musso, ou bien toutes ces stations d'essence. Et bon, les gens doivent pouvoir demander aux maires, à leurs représentants d'intervenir, mais dans les zones où ils peuvent intervenir, c'est donner de très bons conseils aux gens et avoir des centres de santé. Les gens peuvent se faire prendre de la tension artérielle. De même aussi, même dans les écoles, instruire comment la bonne alimentation se fait. Parce que le problème surtout des Haïtiens, comme vous avez mentionné au tout début, c'est pour ce problème d'hypertension aussi, à part la fumée diesel, c'est les Haïtiens, ils ont trop de sel. Les Haïtiens en moyenne mangent 30 à 35 grammes de sel, alors que ce qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, c'est 2 grammes. Donc l'Haïtien consomme 10 à 15 fois ce qui est recommandé du point de vue de sel. Donc nous tout à mourir. Ah oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Alors, les 10 commandements, c'est le cadeau du docteur Roger et Jean-Charles, que je partage avec le public de Métropole rapidement. Les 10 commandements pour la prévention et le contrôle de l'hypertension artérielle, que vous soyez à Musso, à Delma ou n'importe où, au Cap-Haïtien, à Jacmel, partout où l'on nous suit actuellement. Voici donc les 10 commandements pour la prévention et le contrôle de l'hypertension artérielle. C'est la première cause des incapacités physiques, maladies cardiaques, rénales, ACV, parmi les adultes en Haïti. Elles peuvent être évitées en maintenant
une tension artérielle optimale, 120 par 70. Et en adhérant aux conseils médicaux de personnel qualifié. Je croyais que c'était 120 par 80, mais c'est 120 par 70. 120 sur 70, c'est ça. Okay. L'hypertension artérielle est la première cause de mort prématurée et subite parmi les adultes en Haïti. Il est important de connaître son chiffre de tension artérielle dès l'âge adulte et consulter le médecin au besoin pour maintenir la tension artérielle au niveau optimal. L'hypertension artérielle chaque jour tue et paralyse plusieurs Haïtiens âgés de 40 ans ou plus pour n'avoir pas pris leurs médicaments. L'hypertension artérielle peut être et doit être traitée pour éviter ces problèmes. Numéro 4. L'hypertension est la première cause de l'éclampsie et la pré-éclampsie selon une étude de Boston University au CRUO. Dès l'âge de 16 ans, toute jeune fille devait s'assurer qu'elle a une tension artérielle optimale en suivant les conseils médicaux de personnel qualifié. Un bilan annuel de santé après 40 ans est la règle pour éviter ces problèmes. L'excès de sel ou sodium dans les aliments est le principal facteur de l'hypertension artérielle chez les Noirs, les Haïtiens aussi. Des produits tels que morue, aransor, arambaric, enduit, moi écrit tous deux, enduit. Oui, il y a tous les deux. Ok, sont à éviter. Docteur, je vais prendre ça. Morue, aransor, arambaric, enduit, etc. sont à éviter. Vous avez pris notre note, Bernard? Ok. Les cubes culinaires sont sursaturés en sodium. Recourir aux recettes de nos grands-mères qui ne s'en servaient pas. Oui. Éviter la salière sur la table. 9. L'hypertension peut être prévenue par les exercices physiques et une diète appropriée. Non salée, mais riche en fruits, légumes et grains, tout en évitant le stress. L'alcoolisme, le tabagisme et la sédentarité, mettre ces mesures en pratique. 10. Ces informations sont à communiquer à tous les parents, amis et proches pour diminuer la morbidité de l'hypertension artérielle, mort prématurée, incapacité physique. Bonne et heureuse année 2019. Merci, docteur. Ok, merci infiniment. Vous avez noté Oui, j'ai noté. Et vous êtes au courant déjà et j'essaie de surveiller ma tension, effectivement, mais il faut peut-être ajouter à ça que le stress est très mauvais. Et parce qu'il augmente aussi la tension. Et quelque part, et le stress dû à son lieu d'habitation, parce qu'il est bien construit, mal construit, ou parce qu'on a des voisins qui produisent des émissions de gaz à proximité, ça aussi, ça produit un stress. Le stress au travail aussi. Le stress au travail. Oui. Je voudrais aussi dire que je vous remercie de m'avoir invité et que je suis ici parce que je fais partie d'une association, le comité d'union et de support aux municipalités, qui est le CUSM, et qui prête un appui aux populations et particulièrement aux mairies et quand nous sommes sollicités. D'accord. Merci beaucoup. Et docteur, le dernier mot? Ouais, merci infiniment, Wendell. Vous avez donné de très bons conseils aux gens. Comment éviter l'hypertension artérielle, comment se faire contrôler la tension artérielle. Alors, dans ce sens, vous faites l'éducation du public, alors que cela continue. Merci infiniment. Merci encore une fois. Roger Jean-Charles et Karine Jadotte-Bourchereau, merci infiniment d'avoir été disponible pour Métropole. Nous allons, après la pause, accueillir notre deuxième groupe d'invités, Madame Isabelle Delpech de la AIC et Robert Loubeau des entreprises Pax Villa. Merci Madame, Monsieur de l'Intérêt, à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Avec nous sur le plateau, Madame Isabelle Delpech et Robert Loubeau des entreprises Pax Villa. Alors, invité par la AIC. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on dit les femmes d'abord. Hein. Absolument. Bon, Madame Delpech, bonjour. Bonjour Wendell, et je dis bonjour aux téléspectateurs et auditeurs de Radio Télé Métropole. Robert Loubeau, bonjour. Bonjour Wendell.
Bon. Bonjour Isabelle. Bonjour Robert. Bonjour. On est là ce matin pour parler des 10 ans de Protecta. Oui, c'est tout ça? à fait. Protecta, c'est un produit de la AIC, Alternative Insurance Company. Bien dit, non? Exact. C'est Alternative Insurance Company, exactement. Alors, qui ça Protecta? Eh bien, bon, Protecta, en gros, c'est une assurance funéraire, une assurance d'enterrement. Et le plus souvent, on ne parle pas d'assurance funéraire, on ne parle pas d'assurance de funérailles ou d'enterrement. Nous parlons d'assurance vie, assurance santé, assurance maladie, mais l'on parle au monde d'assurance enterrement, ils disent ah bon? Est-ce qu'on va continuer à prendre soin de moi pendant tout le temps? Mais pendant bon temps? C'est pas ça. C'est important parce que M. Loubo qui est là, il est capable de témoigner tout. Et je dis, dans une famille haïtienne, faire face à l'enterrement, ce n'est pas un petit causé, c'est pas un bagage qui est petit. Et le plus souvent, nous jouons des familles qui allaient dans des gros endettements, qui ont un comportement qui mettent les familles à nos niveaux, financièrement, nos niveaux social, qui est très réduit par rapport à janté, en veut faire face avec l'événement. Et c'est une incitation que nous avons gagnée, c'est une motivation que nous avons gagnée. Là, nous avons lancé Protecta et je dis, m'a dit, tout partenaire, et Pax Villa, Cell 6, La Nose, et yo même tout, yo représenté une grosse partie de la réalisation gros projet. Robert, Loubo, qui va nous gérer la question? Parce que tout le monde va un corps, mais on ne va pas toujours parler pour faire enterrement. Est-ce que nous-mêmes, pour exister, nous choisissons quel type de mort nous devons funéraire pour eux? Non. Nous travaillons avec toutes les familles. Nous pas ciblés. Non, alors là, pas du tout. Enfin, surtout là, quand nous, c'est pas. Nous travaillons avec tout le monde. Et même avant que tu aies une assurance, par exemple, là, nous t'avons offert aux familles la possibilité de faire des versements, ils venir déposer des corps, des barils comme ça, sur le funérail pour préparer le moment à venir. Ensuite, bien sûr, avec l'arrivée des assurances, de AIC, d'abord, ensuite, il y a l'autre compagnie sur le marché et tout. Donc, ça se passe bien, et la clientèle l'a accepté. Donc, je vois, ce n'est pas une mauvaise chose du tout. Qui est concerné? Les gens qui vivent en Haïti, en dehors ou à l'étranger? Aujourd'hui, l'assurance, c'est pour les gens qui vivent en Haïti. Et par contre, on gagne souvent une famille là-bas, il y a un programme qui est Soutenir les familles, qui permet de sponsoriser les familles en Haïti pour Protecta. C'est comme si on a fait un transfert d'argent. Et nous avons des représentants à travers des maisons de transfert. Nous avons un bureau, et bien entendu, c'est en Floride. Et on est capable juste aller ou faire une demande de sponsorisation pour les gens qui vivent en Haïti. Maintenant, toute prise en charge, là, bien entendu, est faite en Haïti. Prise de contact là, et faire mon aller côté pour aller pour l'inscrire. Et c'est un processus qui est très facile tout et qui est très simple. Il y a plusieurs plans? Et en dedans Protecta, et parce qu'on connaît que à parler de l'assurance, là on parle de l'assurance, pour moi ça c'est dépenses, c'est comme la perdu. Et pour être capable de faire produit ça attractif à plusieurs segments, à plusieurs tranches d'âge, nous pas limiter seulement à services funéraires, nous gagnons des composantes et cashback qui la donne. Ça permet de recevoir une partie de cotisation chaque 3 ans. Par an, parce qu'ils sont morts déjà. Ah non, ça c'est au-même tout autant pour vivant. Ok. C'est ça qui est belle, la diversité qui gagne d'un produit. Parce que tout le monde dit, moi je suis mourir. Déjà, de toute façon, il y a besoin de gens pour gérer ça. Mais ce n'est pas comportement ça qu'on veut gagner. Assurance, là, sont dépenses liées en plus. Donc, tout ça, nous avons fait Protecta, et Protecta, nous fait 1 an de travail, nous fait 1 an de faire enquête, nous fait 1 an à faire aller-retour avec l'entreprise funéraire pour nous comprendre, parce que nous-mêmes, nous prenons l'assurance, mais nous pouvons gérer funérailles, nous pouvons gérer affaires et décès. Donc, pour nous mieux comprendre, pour nous bien développer le produit, pour nous avoir un bagage qui fait sens, qui est utile. Donc, en Protecta, nous avons besoin funérailles seulement, ou besoin de funérailles avec cashback, ou même pendant vivant, ou bénéficier de l'assurance. Comment ça? Expliquez-moi ça. Eh bien, moi, décidé Protecta, ok? Moi, décidé prendre chaque mois, moi, comme moi, exact. Ok? Ça, c'est la première responsabilité. Ok, mais cashback, là, vous le sortir. Cashback, là. Et puis, qui est le jeune? Chaque année ou bien? Chaque 3 ans,
ou recevoir équivalent presque une année. Donc, ça t'a dit que pour une assurance protecteur, c'est pas comme si nous avions parce qu'on sentit dans 2 ou 3 mois, on va mourir. Donc, c'est même sous la gain pendant 10 ou capable de vivre 10 ans encore. Donc, c'est bâti comme là, et puis chaque 3 ans, on cache back qui vient jeune, on retourne. Exactement. Et protecteur, c'est pas leur senti comme si ou souffle ou fin ou après dernier coup blanc, non plus pour entrer là-dedans. Protecteur, son assurance, c'est prévoyance. Faut qu'on change de comportement. Et plus on est là dans le bonheur, plus il vit pour parce qu'on paye moins cher. Et une partie qui est vraiment intéressante dans le protecteur, c'est que pour rentrer là-dedans, cotisation là, pas changer, sauf si ou même ou t'as changé, ou t'as envie de changer plan, ou t'as envie d'acheter un plan qui est plus cher. Donc, nous encourageons le monde plus ou plus jeune, plus c'est intéressant pour rentrer là-dedans. Maintenant, vous avez posé une question sur cashback. Cashback, c'est chaque 3 ans que cotisation qu'on paye, nous remboursons en partie là-dedans. Donc, je dis, au monde qui gagne un protecteur, qui dit, bon, protecteur pas pour moi parce que je suis jeune, etc., ou bien son corps m'a jeté, tout ça, c'est l'idée prévoir. Et c'est ça que fait, je dis, c'est important. L'on a fait un produit en tant qu'assureur pour impliquer le client qui va l'utiliser là, pour impliquer le monde qui va venir acheter là. Et partenaire là tout est important parce que si partenaire nous aujourd'hui pas de quoi dans vision ça, pas de quoi nécessité genre de produit ça, protecteur pas côté lié, protecteur pas sali je veux dire. On parle de partenaires, on parle de Pax Villa entre autres. Pax Villa et toute l'autre parce que toute l'autre entreprise parce que nous gagnons 4 sur zone métropolitaine et nous sous 15 provinces. Qui j'en ça fait Robert Lobo, qui j'en ça fait Bon n'a mourir, il a besoin de voir avec vous. Ah oui, absolument. Bon n'a mourir, ils font transport, ils voyaient le Paxi. Famille envoyait le Paxi là. Donc là, même ils viennent dans le bureau, ils disent que ils essaient d'assurer AIC. Donc on dit le premier bagage, il faut y aller dans AIC pour AIC confirmer. Entre-temps, on prend un cadavre déjà. Absolument, le cadavre là, on est en premier contact avec eux, tout à fait ça. Donc il y a dans AIC, après ça AIC tout envoyé. On y a un plan, nous, et nous, à partir de plan, nous connaissons exactement qui ça pour une baille famille. Ensuite. La démarche là, c'est Vincoto, Relo dit que. Oui, de toute façon, il y aurait les, nous fait transfert. Les Paxila. On y a en famille, Vinpaxila, ils disent qu'ils ont assuré AIC. Nous disons c'est très bien, pas aucun problème, mais il faut y aller à AIC pour AIC confirmer nous ça. Donc, à Nice, il faut une lettre de couverture. C'est vraiment nécessaire parce que. Ah oui, obligatoire. Et à ICT, sous pas le carton. Non, même ça. Nous faisons son lettre de couverture. C'est quoi ça, AIC établi. Toute assurance, c'est quoi ça, vous fait. Nous venons avec une lettre de couverture qui dit exactement que le monde ça réellement l'y assuré, mais qui est-ce qui est responsable, mais qui est-ce pour nous prendre contact, mais qui plan que le gain. Et à partir de là, nous vient nous rejoindre nous. Ensuite, nous bâtissons le dossier, ensuite, nous faisons l'enterrement correctement. Je pense que ici, absolument remettre une petite pièce, une petite carte de membre. Au cadre d'assuré. Carte de membre. Non, c'est quoi ça, le carte de membre? Carte de membre, là, il existe. Attends, qu'est-ce que le détenteur de cette carte, c'est qui? Le mort ou bien un proche? Il faut que je vous dise que il y a des responsabilités qui reviennent à chaque partie. La responsabilité première de l'assuré aujourd'hui, c'est de faire la communication chez lui ou chez elle. C'est ce que j'allais dire. Savoir que. Le monde qui prend l'assurance là, premier bagage pour le faire le prendre, il faut avertir quand même si c'est madame, si c'est monsieur, si c'est les enfants, s'il a vécu en concubinage, de préparer les avertir et compagnons et le monde qui a fait là, au moins qu'on connaît que c'est un membre de AIC, les assurances AIC. Les gens ne doivent pas finir compte tout détail. Pour les différents plans à qui ça monsieur a des droits, madame a des droits, mais le ça, il connaît l'AIC, automatiquement, il tout prévenu AIC et nous-mêmes nous voyons l'AIC. Et c'est à partir de là que il a déterminé exactement quel type d'enterrement que nous-mêmes pour nous faire. Et après ça, l'UNFIN prend tout renseignement, l'acte de décès, nous voyons le qu'on y en bas AIC, et AIC en moins, enfin, rapidement, un mois et demi, dès que tout document est fini. Ensuite, ils payent. Donc la famille n'a rien à faire. Ils payent qui? Ils payent l'entreprise là, parce que c'est nous-mêmes qui baillons au service là. Ok. Dis-moi, est-ce que AIC a un volet dédommagement cashback pour les parents?
il y a ce qu'on appelle l'assistance financière. Ce n'est pas le cashback. Le cashback revient au client assuré pendant qu'il est vivant. Par contre, dans les plans aujourd'hui, il y a le volet assistance financière. L'assistance financière vous permet de faire face à des dépenses additionnelles qui pourraient venir avec l'événement ou bien avec l'organisation de funérailles. Donc aujourd'hui, où tu as un type de cercueil différent, où tu as plus germes de fleurs, où tu as 3 fanfares par exemple, où tu as mon limousine. Donc tout ce qui a comme excédent qui pas prévoir dans le plan. Parce que ça vous comprenez, c'est que le plan est déjà tout fait. Et c'est notre travail, qui est un travail très colossal que nous avons fait avec partenaires. C'était d'écrire plan funéraire. Plan funéraire, il décrit ça, c'est par rapport à comportement monde. Comment monde ça leur vini jodi a, qui ça yo acheté, qui ça qui préférence là, qui ça qui pi demander la caille nous. En termes de l'on a fait organisation funérailles de manière à ce que l'on t'a concevoir plan yo parce que encore une fois, c'est assurance ce qu'on fait, mais les entreprises sont même bien gérées la fait funérailles. Oui. L'on t'a fait t'a bâti plan yo pour que plan ça m'a privé m'a joindre un plan qui allait avec seulement non seulement besoin, capacité financière, mais préférence moi tout. Et je dis, le mal moi dit que parce que tout partenaire que nous gagnons, dans toute famille, yo gagné un historique. Et je dis, c'était leur passé du côté de la population, moi dit, sous un cas d'essai je dis, qui est entreprise sur la place où tu as pu faire confiance pour gérer ça pour. Premier réflexe c'était moi songer le grand-mère m'était mort, moi songer le papa, maman, etc. C'était pas que là, c'était celle-ci. C'était pas mon bon service. Donc nous-mêmes c'était tout à fait normal, systématiquement pour nous aller vers le monde. Donc les plans sont déjà faits. Et aujourd'hui, la personne, selon sa capacité financière, selon la manière qu'il choisit de payer sa prime, soit mensuellement ou bien trimestriellement, 2 fois dans l'année ou annuellement, on fait un seul paiement tout oublier, et puis c'est chaque année qu'on tourne, parce que c'est un reproche que vous fait assurer un pile, que c'est chaque année assurer, c'est le prime, c'est le bout de prime. Et je veux dire, nous gagnons une approche qui pré-client nous. Et nous voulons que nous gagnions un comportement d'accompagnement. En fait, sur la procédure administrative, je toujours dis que c'est très long en général. Par contre, il y a des problèmes de ce genre qui fait. Par exemple, le monde qui est malade, les assurances, les Baltic Cobla, ça prend un pile de temps. Est-ce que les démarches sont seulement été de manière institutionnelle? C'est-à-dire une fois. Non, ça qui prend temps, parfois, c'est que ce sont les renseignements pour bâtir l'acte de décès. Il y a des familles qui n'ont pas tout papier, ça. C'est-à-dire, ils n'ont pas compte nos mamans, ils n'ont pas compte nos papas, ils n'ont pas compte. Ce sont ces renseignements-là qui prennent du temps. Ensuite, parfois, si nous n'avons pas un médecin traitant, donc il faut jouer un médecin traitant qui peut avoir un certificat médical. Mais en règle générale, non, il n'est pas très compliqué. J'aime dire, c'est bâtir l'acte de décès gagnant que nous faisons. Certains cas que nous faisons, qui prend un peu plus de temps, que famille pas qu'à fournir les renseignements d'état civil. Or, renseignements sont importants pour officier d'état civil, là, bâtir acte de décès. Et tout autant acte de décès pas bâti, assurance ne va pas rembourser comme là. Mais ça n'affecte pas livrer service là. Ah non, le service est fait. Maintenant, c'est ça, l'approche institutionnelle, là, c'est même nos privilégiés. Oui, absolument. Assurer absolument, de toute façon. Parce que la famille est déjà dans un état de choc. Il y a un drame, il y a un événement aujourd'hui. Nous pas qu'à faire le temps. Exactement. Et je dis, parce que c'est un poids. En plus qu'on lever sous famille, que tout suivi ça, toute montée descendre ça, que nous n'a pas obligé à faire parce que il y a quelque chose qui est déjà prévu et c'est déjà tout fait. Et aujourd'hui, le plus souvent, ça se fait entre 8 et 10 jours. Absolument. Et quel âge vous gagnez pour inscrire dans un protecteur? Vous pouvez commencer à partir de 12 ans. Donc, un petit monde de 12 ans, aujourd'hui, oui, ça c'est parents qui sont capables de choisir inscrire jusqu'à 70 ans. Et l'âge limite, pour rentrer à protecteur, c'est 70 ans. Par contre, tu as protecteur jusqu'au décès. OK. C'est-à-dire, après 70 ans, on ne paie plus. Non, 70 ans, tu paies. Oui, tu paies. Donc aujourd'hui, c'est l'âge limite pour rentrer, mais tu décèdes à 80 ans, 70 ans, 95 ans. Écoutez, toujours l'assurance, toujours la couverture.
son relation que lié, son relation à devoir, gain assuré, gain assureur. Donc je dis engagement PAM, c'est que moi si un contrat avec vous, moi dire tout autant que vous payez, moi-même m'a honoré engagement envers vous-même. Et de tel type de service. Voilà. Mais tu arrêtes de payer, le service s'arrête aussi. Et si malade, je canaliser le cob là vers les soins. M'observe un arrêt, par exemple. Par exemple, je devais 15 ans dans Protecta. Et puis, je suis malade. Bon, 3-6 mois, je vais. Ouais, question qu'on posait, nous avons une question ça souvent. Et que oui, moi, j'étais malade. Alors, Protecta. Non, alors, comme Protecta a 10 ans, oui. Je fais 10 ans, je paye régulièrement. Oui. Et puis, après 10 ans, j'ai une maladie qui a besoin de l'argent pour soigner moi s'il a fait 2 jours en plus. Exact. Et puis. Voilà, tu reviens. Pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois, je ne vais pas. Eh bien, encore l'autre facette dans Protecta qui est intéressante, c'est que 6 mois, ou bien jusqu'à 8 mois pour que Protecta annule les contrats à la net. Après 6 mois, tu reviens, tu payes les arriérés et puis tu continues. Ça, c'est si je vais mourir? Pas vrai? Oui, ça c'est si vous ne pas mourir. Parce que vous va retourner pour continuer à payer. Si je mourir, je ne vais pas gagner un enterrement, non? Pas vrai? Si on ne peut pas faire lettre couverture, on va gagner un enterrement, non? Voilà. C'est ça. Parce que, n'oublie pas, c'est que je dis, tout autant qu'on paye ou assuré, et c'est base contrat d'assurance, c'est vraiment. C'est que je dis. Et il rapporte là tout type d'assurance. Nous connaissons qu'en Haïti, culture, en fait, question assurance, ça va dans la culture. C'est ça qu'il faut après que 12 janvier passé, un peu le monde, tout le monde juste perdu Kaila. Là, je parle aux gens qui vivent, beaucoup reviennent dans la mort. Maintenant, nous ne pas croire dans ça. Il ne pas faire partie. C'est le même genre avec Haïtiens, pas en pile, qui a pleuvé, qui doit faire un bilan santé. Il ne pas croire dans ça. C'est quand nous sommes sous dos, l'hôpital, et là, ça nous sommes chez le docteur, il y a l'hôpital. OK? En 10 ans, pas mon idée. Sans mentir, combien de monde pour ça nous qui est assuré? Et en 10 ans, nous faisons un pile travail. C'est 10 ans de campagne d'éducation et sensibilisation continue. Aujourd'hui, j'en dis là, nous pas une culture de prévoyance, nous pas une culture d'assurance. Et je pense que je dis en tant qu'assureur et secteur d'assurance, on travaille énorme pour le faire tout, pour les sensibiliser. Non seulement les gens qui sont assurés, et aussi concevoir des produits qui répondent à capacité réelle et à besoin réel. Parce que je dis, au monde qui n'a pas d'assurance, c'est peut-être parce qu'il pense que pas de couverture d'assurance qui est adéquate à la capacité par ou bien à besoin par. Et en 10 ans, en 10 ans, et Protecta, je dis, c'est plus de 12 000 personnes actives qui paient. Donc, si nous pas de comportement d'accompagnement ça, de sensibilisation, d'éducation ça, nous n'avons pas pour Protecta juste parce que le curieux et puis il pas tourné. Et je pense que nous avons célébré une cinquantaine de personnes à avoir eu 10 ans qui ont 10 ans à payer et ça fait chaque fois que je parle de ça fait nous sommes très fiers parce que si je dis à un monde qui a 38 ans qui a célébré 10 ans dans Protecta, donc il comprend la nécessité depuis le dernier 27 ans pardon. Donc je dis et 10 ans c'est nous faisons bout de chemin, nous pas fini toujours et nous t'arrêter ouais plus monde qui assuré mais nous-mêmes tout avec désir ça que nous gagnons pour nous continuer à innover, désir ça nous gagnons pour nous continuer à faire des outils adéquats, des bons produits d'assurance qui répondent à des besoins et c'est un travail qui continue pour nous et nous pensons que 10 ans encore nous sommes encore capables de célébrer encore plus que Métropole, c'est son réseau qui est national et international. Les gens qui sont en province, nous là, ils sont inscrits dans Protecta. Je dis à sortir Port de Paix, arriver les organes, Jérémy, passer au Cap au CAI, à travers BNC, BUH, pour venir à Jean IC, et ou capable non seulement à prendre information, mais en même temps, inscrit dans Protecta. Tout partout. Tout partout. Même service là. Et c'est une. Je pense que c'est une. Que nous peut-être bailler tête nous
pour nous avoir une couverture nationale, pour ne pas limiter. Parce que funérailles sont pas qui est important. Dans toute famille, c'est pas famille Port-au-Prince seulement, c'est pas famille qui au Caille seulement. Donc, projet c'est pour nous permettre que le produit soit accessible à tout le monde et que nous avons un réseau et que tout le monde parle même langue. Bon, quel numéro carré? Je dis à 28 12 63 00 dans Haïti, vous capable de ou bien si vous à l'étranger, vous carré dans 786 464 09 64. Bonne mémoire. Question là, moi, tellement important. Mon tellement appelle qu'on m'a fait sortir la route, sauf dans veille, il y a une blague. Bah, faut-il terminer l'émission avec une blague? Par exemple, on demande qui Jean-Pac Zil apprend soin mort. Ah non, ça me doit répondre non. À l'aise, sans aucun problème. Avec beaucoup de respect, beaucoup de dignité. Ah oui, son bagage, son culture là, quand nous, depuis. Moi-même, c'est deuxième génération par exemple, il y a une petite moi là qui commençait avec ça fait un an, qui troisième génération, son bagage, papa me formé pour ça. Ah non, le respect total, dignité de la personne humaine, ça c'est fausse. On constate que le monde mourit en pile et dans 10 ans ça, vous songez combien assuré? Ah non, mais quand même, moi manqué quand même, c'est quelque chose qui rentrait beaucoup plus dans la mentalité haïtienne. Et me fait expérience, que ce soit avec Protecta, que ce soit avec l'autres compagnies d'assurance que nous travaillons. Ensuite, même 2-3 l'autre côté, je travaille. Un exemple, bon, c'est peut-être pas la chose, mais je travaille, je président Parc du Souvenir, conseiller Parc du Souvenir. Moi, j'ai un pile monde tout, qui pas de compte fait autrefois longtemps. Qui vient, qui fait des dépôts sur le caveau, qui achète des caveaux, mettre là. Donc, ça a commencé à rentrer dans. Parce que, qu'on le veut ou non, c'est des coûts assez importants. Pour nous autres, ça fait 700 familles en 10 ans pour lesquelles on a organisé des funérailles. Son question qui sont à l'étranger, qui est aux États-Unis. Est-ce que l'assurance n'a pas prend $10 extra qui a couru un monde au cas où? Bon, je vais rester message en full, comprendre. Vous comprenez? Non. Reprenez encore au cas où. Au cas où. Bon, la phrase a fini dans au cas où. Ah non. Même avec l'émission, on finit là. Je remercie les auditeurs qui malheureusement n'ont pas envoyé toutes les questions parce que nous sommes bien contents qu'on réponde. Mais il est capable de le numéro 786 464 0964 et puis il a besoin de toute information que il a besoin. Isabelle Delpech, Madame Isabelle Delpech, Monsieur Robert Loubeau, des entreprises Pax Villa, nous sommes contents de ce moment. Nous souhaitons une bonne chance avec Protecta. Merci, bon anniversaire. Merci et à tous nos clients. Bon 10e anniversaire. Ah oui, à tous nos clients, on dit un grand merci et à nos partenaires également. Quand vous dites clients, vous parlez des assurés ou des... Non. Nous parlons de nos assurés, nous parlons des bénéficiaires aujourd'hui, des membres des familles pour lesquelles on a déjà organisé des funérailles, à qui on est en train on a encore un rapport de versement d'assistance financière et nous parlons de nos partenaires, les entreprises de Pomfil. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deuxième groupe d'invités. Isabelle Delpech de la AIC, on parlait Protecta à l'occasion de son 10e anniversaire, et M. Robert Loubeau des entreprises Pax Villa. Merci de l'accueil, passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.